Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 7, seconde partie. Le garçon est arrivé avec le rosé et le cognac, et nous avons vidé nos verres d'un trait. Nous avons aussitôt redemandé la même chose. Dites-moi, il me semble qu'il a oublié votre café crème, m'a fait remarquer Doucendre, d'une voix que je n'ai pu m'empêcher de trouver bizarre. Ce n'est pas grave, lui ai-je répondu, en essayant de ne pas montrer mon trouble. Le café, je n'y tenais pas tellement. D'ailleurs, ça m'empêche de dormir pendant la journée. J'ai eu envie, brusquement, de lui demander s'il avait vu récemment Paolina Semilionova. Mais je me suis tue. Je ne sais pas trop pourquoi. Il me regardait avec un intérêt que l'on me témoignait rarement. Je me sentais vaguement gêné, comme si je me trouvais devant un inspecteur de police. Est-ce que le meurtre de M. Cloret était inscrit sur mon front ? Ce n'était pas impossible, après tout. On avait souvent vu des choses plus extraordinaires. Machinalement, j'ai passé ma main sur mon visage. « Vous avez chaud, Jérôme ? Mais c'est vrai, vous êtes en nage ?» Je ne m'en étais pas aperçu. J'ai protesté de mon innocence, tellement maladroitement d'ailleurs, que je me suis senti encore plus mal à l'aise. « Mais non, je vous assure, monsieur Doucendre, je n'ai pas trop chaud. Pas trop chaud, non, pas trop chaud. » « Mais Jérôme, ce n'est pas une accusation. Tout ça n'a aucune importance, voyons. Je disais ça comme ça, histoire de parler. Vous savez aussi bien que moi que nous passons les 3/4 de notre vie à dire n'importe quoi, tout simplement parce que nous ne pouvons pas supporter le silence. » J'ai pris un air détaché et je me suis efforcé de rire. Mais mon rire sonnait horriblement faux, même à mes propres oreilles. Je suis un peu fatigué, un peu nerveux en ce moment, voilà tout. D'ailleurs, en général, je transpire beaucoup. Il ne faut pas m'en vouloir, vous savez. J'essaie de me contrôler, mais je n'y arrive pas. Doucendre m'a tapoté affectueusement la nuque, puis il a sorti de sa poche un journal froissé. « Tenez, Jérôme, le jeudi, c'est le seul jour où je rigole un peu. Charlie Hebdo, Rézère. Vous aimez ces dessins ?» Je lui ai dit d'une voix lasse que je n'ouvrais jamais un journal. D'ailleurs, je ne lis pratiquement plus, si vous voulez savoir. Il a paru étonné. « Autrefois, pourtant, quand vous étiez dans ma classe, je m'en souviens très bien, Jérôme. » Je l'ai interrompu aussitôt. « Vous ne pouvez pas vous en souvenir, monsieur Doucendre. Vous ne pouvez pas, car rien de tout ça n'a eu lieu, sauf dans votre imagination, et peut-être la mienne, un soir de cuite. Je n'ai jamais été votre élève. Vous n'avez jamais été mon professeur. Vous avez rêvé. Rien n'a eu lieu. Mais Jérôme, je vous assure... » « Non, 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 je vous en prie. Mais Jérôme, Joyce, Faulkner, Céline, et Dostoïevski et Gogol, tant d'autres, Melville, qui vous étaient si chers, et Stevenson, dont vous connaissiez presque par cœur le maître de Ballantrae. Pourquoi ce désaveu de votre propre jeunesse ? Par quelle horrible perversion de l'esprit en êtes-vous arrivé à vous renier vous-même ? Car j'ai appris que beaucoup, depuis très longtemps, vous considéraient presque comme un demeuré, un débile en résidence surveillée, vous qui étiez si brillant. À quoi rime l'affreuse comédie que vous jouez depuis des années ? Dans les cauchemars, parfois, on assiste à ce genre de substitution et on se réveille en sueur. Je vous assure, monsieur Doucendre, que vous vous trompez. Rien n'a eu lieu. Vous avez fait un mauvais rêve, c'est tout. Vous évoquez des noms dont je n'ai jamais entendu parler. Solange, peut-être, connaît les écrivains dont vous parlez. Moi, non. Tous ces fantômes n'évoquent rien pour moi. Ni joie, ni regret, ni amertume. Alors je vous en prie, vous me prenez peut-être pour un autre. Ce ne serait pas la première fois. » Doucendre est devenu rouge de colère. Un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. « Mais enfin, petit con, je sais bien, moi, que vous étiez un élève exceptionnel, un surdoué, comme on dit dans l'horrible langage d'aujourd'hui. Vous n'étiez pas très bien adapté au système scolaire de l'époque, peut-être, encore que le système actuel ne vaille guère mieux, mais vous aviez en tout cas bien des atouts en main pour réussir une carrière universitaire brillante. Je n'oublierai jamais le jour où vous deviez faire un exposé sur Lamartine et où vous avez décidé de parler de Kleist pendant plus de 2 heures devant vos camarades éberlués qui attendaient que je vous renvoie à votre place. Je n'ai jamais compris pourquoi vous avez abandonné vos études l'année suivante. Vous auriez pu préparer une licence, préparer l'agrégation, un doctorat, je ne sais pas moi. Remarquez, ça ne mène pas loin tout ça, il suffit de me regarder. Mais enfin, Jérôme, depuis très longtemps, pour moi, vous êtes une énigme vivante. » Je me suis senti soudain horriblement mal à l'aise. Monsieur Doucendre, peut-être sans le vouloir, me couchait de force sur une table d'opération où je gigotais sans parvenir à m'échapper. Il m'ouvrait le crâne, il farfouillait dans ma cervelle, il s'essuyait les mains sur mon pantalon.
Une énigme vivante, Jérôme, je dois vous l'avouer. Mon pantalon était plein de sang, je me suis rué vers les toilettes pour le nettoyer. Lorsque je suis revenu, j'ai enfin trouvé le courage de répondre à mon ancien professeur. Je ne me souviens pas de tout ça, monsieur. Je ne me souviens pas. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Vous savez bien que je n'ai à peu près rien lu dans ma vie. Vous le savez très bien, ai-je répété, en le fixant d'un air suppliant. Je connais un seul livre à peu près par cœur, et encore, mais c'est tout. C'est tout, vous comprenez ? Doucendre n'a pu soutenir mon regard et a baissé les yeux sans répliquer. Il a avalé d'un trait son verre de rosé. Décidément, vous êtes devenu bizarre. Encore plus bizarre qu'on ne le dit. On dirait que vous avez honte de ce que vous étiez autrefois. Comment avez-vous pu en arriver là ? Vous me direz que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, et vous aurez sans doute raison. D'ailleurs, au nom de quoi me permettrais-je de vous donner des leçons ? Je suis au moins aussi désespéré que vous. Je n'aime plus tellement vivre, vous savez. J'attends la fin, et il y a bien longtemps que l'espoir a déserté mon cœur. Je n'aime plus les hommes. Rien de plus affreux que cela, croyez-moi. Vous vous souvenez de ce tableau du peintre allemand Caspar David Friedrich ? Le naufrage de l'espérance ? Ce navire englouti dans les glaces ? C'est moi, mon vieux. C'est peut-être vous aussi, d'ailleurs. Remarquez, je compte bien m'améliorer encore un peu au flipper, atteindre les 70 000, peut-être même les 80, qui sait. Vous voyez que j'ai encore un idéal. Mais après, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est sans doute parce que j'ai de la sympathie pour vous. Et peut-être même un peu plus que de la sympathie. Une certaine admiration. Excusez-moi de revenir encore une fois là-dessus. Vous étiez un élève si brillant, autrefois. Vos dissertations étaient tellement différentes de celles de vos autres camarades. Insolites, avec ce petit grain de folie qui caractérise les esprits vraiment profonds et originaux. Et ce sont eux qui ont réussi, comme on dit. Eux, les médiocres. Ils sont devenus médecins, avocats, PDG, cadres moyens ou cadres supérieurs, piliers de l'ordre établi ou contestataires sans risque, avec femmes et enfants, une maîtresse ou deux éventuellement, petits comptes en banque, des rêves étriqués de sales petits bourgeois. Voyez-vous, Jérôme, je me sens tellement seul, tellement fatigué, brisé, oui, brisé, que même les jeunes gauchistes de ma classe me portent sur les nerfs. Ils sont aussi cons, aussi féroces que les autres, peut-être même encore plus. Là où la plupart voient des visages d'hommes, moi, je vois des hures, rien que des hures. Ah oui, les tigres sont plus beaux à voir. Qu'êtes-vous devenu, Jérôme ? Répondez-moi franchement. J'ai parfois l'impression que vous avez choisi de vous suicider de la manière la plus horrible qui soit, sans mourir vraiment. Vous qui étiez si différent. Je vous le répète, monsieur Doucendre, rien, je ne suis rien, personne. Regardez bien, je vide mon verre de cognac et après je le repose. Que reste-t-il dans mon verre ? Rien. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? Est-ce que vous voyez vraiment ce que je suis ? Une nullité, du vent, je traîne. Je lorgne les gamines à la sortie du collège, et encore, de très loin, depuis qu'il y a eu des plaintes. Je leur donne un peu d'argent, je les tripote, elles me tripotent, voilà. Nous échangeons nos sécrétions et nous rentrons chez nous en rasant les murs. On appelle ça une vie. Je sais, Jérôme, je sais que vous avez eu des ennuis, tout comme moi. C'est pourquoi j'ai envie de parler avec vous, alors que, depuis pas mal de temps, je n'adresse pratiquement plus la parole à personne. Nous nous ressemblons beaucoup plus, sans doute, que vous ne le croyez. Non, monsieur Doucendre, nous ne nous ressemblons pas. Et pour une raison bien simple, c'est que moi, Je me suis mordu les lèvres et Doucendre a achevé ma phrase d'une voix conciliante. Je sais très bien, Jérôme, ce que vous alliez dire. Vous avez fait l'amour avec des filles très jeunes. Et moi, ce que j'aime, ce sont les garçons. Alors, quelle différence ? Vous ne vous êtes jamais attaqué à des fillettes de 7 ou 8 ans, que je sache. Aujourd'hui, les gamines de 13-14 ans sont déjà de vraies petites femmes. Elles savent exciter l'homme, le torturer en prenant des mines d'ingénus. Alors vraiment, vous n'avez pas le moindre remords à avoir. D'autant plus que les gosses qui vous suivent le font de leur plein gré. Si la loi est encore affreusement rétrograde sur ce point, vous n'y êtes pour rien. Je n'ai surtout pas voulu le détromper, bien trop heureux qu'il ait infléchi ma pensée dans un sens tout à fait anodin. Alors, voyons, Jérôme, vous n'allez pas avoir honte tout de même. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un coupable ? Et pourtant, j'ai eu envie de lui répondre qu'il ne ressemblait peut-être pas à un coupable, mais que son visage, en tout cas, était déjà celui d'un cadavre que le vice continue à dévorer bien au-delà de la mort. J'ai préféré me taire pour ne pas lui faire de la peine. Car enfin, mon cher Jérôme, nous sommes des êtres de plein jour, n'est-ce pas ? Des êtres de grand vent.
Je lui ai répondu timidement que je n'en étais pas si sûr. Il a eu l'air indigné. « Comment pouvez-vous dire ça, vous qui étiez si indépendant d'esprit autrefois ? Vous n'allez tout de même pas vous vautrer dans cet odieux sentiment de culpabilité judéo-chrétien. Pas vous, voyons, vous méritez mieux. Vous vous souvenez de ce que dit Veltchaninov à Troussotsky dans l'Éternel Mari ? Nous sommes tous deux des êtres vicieux et vils, des êtres souterrains. Eh bien, c'est cela que nous ne sommes pas, mon cher, n'en déplaise à votre vénérable Dostoïevski. » J'ai regardé M. Doucendre longuement, presque affectueusement. Ses belles mains fines s'agitaient nerveusement devant son visage de vieillard précoce, ravagé par le plaisir et la détresse. Je lui ai parlé très doucement, comme à un enfant que l'on ne veut pas blesser. Moi, en tout cas, monsieur, je me considère tout à fait comme un être vicieux et vil, un être souterrain. J'arpente sans passion, depuis des années, les galeries de mon terrier, et maintenant, le dégoût m'envahit. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous me dites que le péché n'existe pas, et moi je vous réponds, il n'y a que le péché qui existe. Rassurez-vous, je ne suis pas devenu croyant, je le regrette bien d'ailleurs, mais ce dont je suis intimement persuadé, c'est que la création est complètement ratée, et que pas un seul homme, vous m'entendez bien, pas un seul ne sera racheté. Vous me parlez de livres, monsieur, vous me parlez d'écrivains, mais je ne me souviens plus de tout ça. Je ne veux plus m'en souvenir. Que peuvent me faire à moi toute la beauté du monde, toute l'intelligence du monde, si la souffrance est dans mon cœur, dans les moindres fibres de ma chair, dans mes couilles, partout, dans chaque visage entrevu, dans chaque parole prononcée, entre les cuisses de chaque femme croisée le matin, dans la rue. Doucendre a posé affectueusement sa main sur mon épaule, sans rien dire, puis au bout d'un moment, il s'est mis à rire. « Je vois que vous n'avez pas tellement changé au fond, Jérôme. Vous prenez toujours tout au tragique. Pourtant, croyez-en ma vieille expérience, la vie ne le mérite pas. C'est une vaste blague, le rêve d'un bouffon, une parodie ratée. Déjà, autrefois, vous aviez une conception morbide de l'amour. Votre passion pour Kleist m'inquiétait un peu. Vous prétendiez qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que la folie de Pentésilée, sa rage à dévorer le cadavre de son amant, Achille, en même temps que ses chiens. Souvenez-vous, Jérôme, souvenez-vous. Sie liegt den grimmen Hunden beigesellt, sie, die ein Menschenschoß gebar, und reißt. Die Glieder des Achilles reißt sie in Stücken. Pentésilée, elle est couchée à terre parmi ses chiens, et elle, qui naquit d'une femme, elle déchire, elle lacère le corps d'Achille. Mais elle arrache la cuirasse qui le recouvre encore, et enfonce les dents en sa poitrine blanche. Elle et les chiens rivalisent d'ardeur. Oxus et Sphinx à droite, elle à gauche. Quand j'arrivais, le sang lui dégouttait de la bouche et des mains. Ô femme, vous m'avez entendu ? Eh bien, parlez. Montrez-moi donc que vous êtes vivante encore. Und gebt ein Zeichen eures Lebens mir. Oui, Jérôme, montrez-moi que vous êtes vivant encore. Un signe, juste un signe. Ce souvenir de Kleist me terrifie, car j'ai l'impression... Il s'est interrompu brusquement et a baissé les yeux. Car j'ai l'impression... Enfin, vous me comprenez. L'impression. Gebt ein Zeichen eures Lebens mir. Un signe de vie, Jérôme, un signe de vie. Ne me regardez pas ainsi, vous me faites peur. Comment vous dire ? Le sang vous dégoûte de la bouche. Pardonnez-moi. J'ai passé machinalement ma main sur mes lèvres. Je me sentais affreusement angoissé. Doucendre ne m'avait adressé la parole que pour me tendre un piège. Depuis longtemps déjà, sans doute, il me guettait. J'ai balbutié quelques mots d'excuse. Je ne voulais pas vous effrayer, monsieur, pardonnez-moi. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. Vous parlez une langue étrangère. Votre culture m'assomme. Adieu. Je n'existe pas, et vous non plus. Doucendre m'a supplié de rester encore un moment avec lui. Allons, Jérôme, vous n'allez pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Vous savez très bien que je ne suis qu'un vieux radoteur. Il m'a semblé l'entendre murmurer à toute vitesse ces mots incompréhensibles qui me remplissaient de terreur. Klaverstriva Kavurtavina. Puis sa bouche s'est arrondie et il s'est mis à chantonner en fuyant mon regard. Ma mère, la coquine, de sa main m'assassine. Mon père, ce gredin, me dévore à sa faim. Puis il a éclaté de rire. Il faisait semblant de ne pas remarquer que j'étais pâle comme un linge et continuait à rire en déployant un journal.
Pourquoi cette chanson, monsieur? Pouvez-vous m'expliquer? Vous avez donc juré de me rendre fou, comme les autres? Vous faites partie du complot? Abandonnez, abandonnez, je vous en supplie, monsieur, cet air de bourreau. Car vous êtes le curé de la guillotine. Je le sais, je l'ai toujours su. Déjà, dans votre classe, je mourais de peur. Mais je n'ai jamais osé vous l'avouer, car mes camarades se seraient moqués de moi. Monsieur Doucendre a répété plusieurs fois mon nom, puis il a saisi une carafe d'eau sur une table voisine et m'a aspergé le visage plusieurs fois de suite. Il m'a demandé si ça allait mieux. Je lui ai dit oui, sans conviction, et je l'ai prié de m'excuser. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, monsieur, ce n'est pas la très grande forme en ce moment. Il y a bien longtemps que je ne me suis senti aussi angoissé. Allons, Jérôme, ce n'est pas bien grave. Moi aussi, il m'arrive de connaître des états semblables. J'entends des paroles que personne ne prononce. J'ai l'impression que chaque personne rencontrée dissimule un couteau dans sa poche. Un policier se cache derrière votre meilleur ami. Votre propre appartement devient un affreux coupe-gorge. Dans ces cas-là, l'alcool est le dernier recours. Encore que, s'il donne souvent l'impression d'éteindre l'incendie, en général, il l'attise plutôt, sournoisement. En tout cas, rassurez-vous, mon cher, cela ne me choque pas du tout que vous me preniez pour le curé de la guillotine. Au contraire, cela me réjouit. Après tout, vous avez peut-être moins perdu la mémoire que vous n'essayez de le faire croire. Cela est bien, mon garçon, cela est bien. L'âme de votre vieux professeur en est toute réchauffée, soyez-en sûr. Tenez, pendant que vous vous preniez pour Jeanne d'Arc, j'étais en train de regarder ce dessin de Rézère dans Charlie Hebdo. Voilà pourquoi j'étais en train de rire. Croyez-moi, j'étais bien loin de songer à vous torturer, curé de la guillotine ou pas. Regardez ce type qui fait des mathématiques en se faisant faire une pipe par sa femme. Voilà la vie, mon vieux, grotesque, vulgaire, plutôt marrante au fond, non? Il m'a mis la page du journal sous les yeux, et comme je restais sans réaction, il a plié en quatre l'hebdomadaire et l'a fourré rageusement dans sa poche. Monsieur, ça ne me fait pas rire, ne m'en veuillez pas. L'amour, la sexualité, tout ça c'est de la souffrance, tout ça c'est du malheur. Il n'y a rien de comique là-dedans, excusez-moi. Nom d'un chien, Jérôme, voilà que vous parlez comme un vieux pasteur neurasthénique maintenant. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Je ne sais pas, je suis peut-être un peu fatigué. J'en ai marre. La vie est atroce, surtout quand on vient de... Il fallait que je me surveille absolument. Ça faisait la deuxième fois que j'avais failli avouer mon crime. Bien sûr, j'avais une certaine confiance en Doucendre. Il n'était pas homme à jouer les délateurs. Mais enfin, je devais être prudent malgré tout. Il a fait semblant de ne pas remarquer mon trouble et a commandé un autre verre de rosé. Vous voulez autre chose, Jérôme? Non merci, j'ai déjà assez bu. Je suis à moitié rond et complètement déprimé. J'ai eu brusquement la frousse de me mettre à faire des confidences sous l'influence de l'alcool. Demandez-moi un café bien serré, s'il vous plaît. Monsieur Doucendre a approché son visage du mien. Son regard était grave tout à coup. Il a sorti de sa poche une pipe et un paquet de tabac. Jérôme, il faut que je vous dise, je déconne un peu, comme ça, histoire de détendre l'atmosphère, et puis aussi parce que je vous aime bien, et que ça me fait rudement plaisir de me retrouver avec vous devant une table de bistrot, des années après. Mais au fond, je suis au fond, tout à fait, oui. Il a ri mécaniquement de son méchant jeu de mots, puis il a continué, en bourrant méticuleusement sa pipe. Oui, je l'ai atteint. Vous savez, mon ami m'a quitté, ça fait 10 mois aujourd'hui. Vous ne le connaissiez pas, c'était un type merveilleux. Il venait d'avoir 20 ans. Je vais sur la soixantaine, pas besoin de vous faire un dessin. Je crois bien que j'avais fini par le dégoûter. C'est moche, un vieillard, on n'a plus envie de faire l'amour avec lui. C'est flasque. Eh oui, et puis ça devient exigeant, presque tyrannique, affreusement jaloux. Tous les jours la souffrance, les doutes. L'être aimé vous échappe par 1000 blessures invisibles. Chaque matin, l'horreur à côté de soi. Vous comprenez? Alors, bref, maintenant, je suis tout seul. Remarquez, Jérôme, j'ai été tout seul toute ma vie, j'ai l'habitude. Même dans l'amour, on est seul. Oh oui, atrocement. Tchekhov disait, peu de temps avant sa mort, qu'il ne serait guère plus seul quand il serait couché dans son cercueil qu'il ne l'avait été durant sa vie. Comme il avait raison. Il avait presque toujours raison d'ailleurs. Alors voilà, moi aussi Jérôme, je traînaille, je suis du vent, une nullité. Je tue le temps en naviguant d'un cinéma à un bistrot, d'un bistrot à un cinéma. Je lorgne les adolescents moulés dans leurs jeans, leurs braguettes gonflées comme une grenade trop mûre, mais je n'ose même plus leur adresser la parole. C'est ainsi.
Cinéma, bistrot. Ce sont les 2 seuls endroits où l'on puisse encore se réfugier dans la société actuelle lorsque l'on n'a plus le moindre espoir. On peut aussi ouvrir le gaz, comme Chaval. Mais c'est une autre histoire. Il s'est levé brusquement et s'est tourné vers les billards électriques. Tenez, on va faire une petite partie de flipper, tous les deux. Le perdant offre la tournée. Doucendre avait retrouvé sa fausse décontraction, comme s'il s'en voulait un peu de s'être laissé aller devant moi. Mais attention Jérôme, je suis très fort, je vous préviens. Il a glissé 2 pièces de 100 francs dans l'appareil et il a commencé à jouer sans dire un mot. Je fixais stupidement la grosse boule en métal qui zigzaguait au milieu du cadran lumineux, bump, bump, faisait apparaître et disparaître des blondes vulgaires habillées en majorette, bump, 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 clac. À vous Jérôme. Talac, bonne, clic, clic, bump, bump. La boule a disparu entre les flippers et Monsieur Doucendre a pris ma place en riant. Pas brillant mon vieux, pas brillant. Vous avez juste marqué 300 points. Le curé de la guillotine va vous montrer. Dlac, tom, tom, bump, taca, 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 tac, bump, bump, bump. Vous voyez Jérôme, ce n'est pas compliqué. Je ne bouge même pas l'appareil. La boule reste coincée entre les 3 bumpers du haut. Elle les allume, elle les cajole, elle ne sait entre lequel choisir. Et le compteur tourne, regardez, déjà 20 000 points. Il suffit de se concentrer. Au fond, la boule m'obéit, c'est là mon secret. Je me demande pourquoi on ne fabrique pas des flippers avec de beaux garçons, minces et bronzés, au lieu de ces lamentables pin-up qui lèvent la jambe en cadence. Les minorités sont toujours brimées. On marquerait dessus « réservé aux PD » et puis voilà. En plus, ce serait un formidable endroit de rendez-vous, vous ne croyez pas, Jérôme ? Je n'ai pas répondu. Sa gaieté factice commençait à me fatiguer. À vous. Non, je vous laisse ma place. D'ailleurs, vous avez gagné. Et puis, je ne me sens pas très bien. Si on marchait un peu dans la rue. D'accord, mais laissez-moi le temps de jouer ma boule. Tac, 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 bum, 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 tac, 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 tom, tom. Maintenant, ces bruits idiots me portaient sur les nerfs. Sur le cadran du flipper, clignotant avec une régularité écœurante, Polly enlevait un à un ses vêtements. Bump, plus de jupe. Tac, 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 le chandail rouge. Bump, le chemisier. Tom, tom, le soutien-gorge. Tac, 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 la culotte bleu pâle. Elle s'est allongée sur le dos et a lentement écarté les cuisses. Mon cœur battait la chamade. Te-tombe, j'étais en sueur. Te-tombe, je sentais de nouveau ces atroces élancements dans la tête qui avaient précédé le meurtre de M. Cloret. J'ai secoué violemment l'appareil qui a fait tilt aussitôt. Polly a disparu. « Qu'est-ce qui vous prend, Jérôme ? Décidément, je vais finir par croire que vous êtes complètement fou. » J'ai attrapé Doucendre par le revers de sa veste et je l'ai secoué comme un vieux sac de pommes de terre. « Vous ne comprenez donc pas qu'elle était là, devant nous, sur le tableau lumineux ? » « Mais qui, Jérôme, qui ? Ne jouez pas les imbéciles, Doucendre. Vous voyez très bien de qui je veux parler. D'ailleurs, je vais vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes une vieille tante, une folle répugnante. Voilà ce que vous êtes. Une créature de grand vent. Tu parles. Un rat d'égout, oui, plutôt. Quand j'essaie d'imaginer votre vieil anus pourri, j'ai envie de vomir. Mais lâchez-moi, enfin, Jérôme. Lâchez-moi, vous allez m'étrangler. Vous êtes bon pour l'asile, ma parole. On ne m'a jamais parlé comme ça. J'ai desserré mon étreinte et je me suis laissé tomber sur une chaise. J'ai murmuré d'une voix sourde. « Je vous demande pardon, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne pensais pas ce que je disais. Je crois bien que je suis en train de devenir fou. D'ailleurs, c'est déjà fait sans doute, depuis longtemps. Je suis complètement cinglé. Seulement je suis incapable de vous dire quand et comment ça a commencé. Je suis d'autant plus navré que vous êtes une des rares personnes que j'aime bien dans cette foutue ville. » Doucendre m'a pris par le bras, après avoir jeté plusieurs billets sur la table, et il m'a entraîné dehors. L'air va vous faire du bien, vous verrez. Maintenant que les esclaves sont au boulot, on ne risque plus rien dehors. Nous avons marché pendant un bon moment, sans dire un mot. La rue Canady avait retrouvé son calme du milieu de la matinée. On pouvait y déambuler tranquillement, comme des gosses qui font l'école buissonnière. Quelques ménagères paisibles soupesaient des melons avec des airs de conspiratrices. Un bref instant, je me suis demandé si elle ne faisait pas semblant de s'absorber dans ses tâches quotidiennes pour mieux pouvoir m'observer. J'ai demandé à M. Doucendre d'accélérer un peu le pas. « Tiens, il ne pleut plus », ai-je remarqué à voix basse, comme si je ne m'adressais qu'à moi-même. « Il ne pleut plus, c'est vrai, Jérôme. Quelle drôle de chose », a repris en écho Doucendre. «
Je me demande s'il ne faut pas voir là une intervention surnaturelle. Ces bruines si tenaces d'habitude. Elles vous poursuivent jusque dans votre sommeil. Mais là, non. Elles se découragent très vite. Bon. Maintenant, mon vieux, j'ai des révélations importantes à vous faire. Tant pis si je vous affole. Il faut. Vous comprenez? Je ne peux pas garder ça pour moi tout seul. C'est trop lourd à porter. J'ai honte. Et en même temps, je ne devrais pas. Car mon projet est noble. Dans des sociétés plus évoluées que la nôtre, on considérait même qu'il s'agissait là d'un acte héroïque, honoré par les dieux. Bref, enfin, je vous parais un peu nerveux, mais c'est l'émotion. Vous êtes le premier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Doucendre devenait de plus en plus fébrile, et je commençais à regretter de ne pas lui avoir faussé compagnie plus tôt. Visiblement, il était en train de me prendre en otage, comme M. Cloret. Ses méthodes étaient différentes, mais le but visé était le même. Le premier, oui, jamais avant je ne l'ai dit. Bon, bref, enfin voilà, j'ai décidé, depuis bien longtemps déjà, de ne pas atteindre la soixantaine. Tout est prêt. J'ai étudié chaque détail minutieusement. Il n'y a pratiquement aucune chance que je me loupe. Je suis le fiancé de la mort. Ah ah, je suis. Je vous parle d'outre-tombe déjà, mon vieux. Vous faites votre visite au cimetière en ce moment. Ayez une pensée pour moi, car ma tombe n'est pas tellement bien entretenue, je trouve. Il y a un peu trop d'herbes folles, de mousse, de chats sauvages, d'étrons, de croix rouillées. Soyez-en sûr, jeune homme, je ne tolérerai pas une telle situation plus longtemps. Car enfin, il ne faudrait pas croire que... Moi aussi, j'ai droit à des attentions délicates, vous comprenez? C'est trop facile, une pensée de temps en temps. On aime aussi le sentiment, nous, les morts, faudrait pas croire. Car enfin, j'ai été votre professeur, et cela, vous ne devez jamais l'oublier, vous qui n'êtes rien. Vous me devez tout. Sans moi, vous ne seriez qu'un petit crétin inculte. Comprenez-vous? Sans moi, vous n'existeriez pas. Sachez-le, je vous ai tiré du néant. Remerciez-moi, et désormais, fleurissez un peu plus souvent ma tombe. J'ai promis humblement à M. Doucendre d'être plus attentif désormais. Je lui ai demandé quelles fleurs il souhaitait. Il m'a répondu, des fleurs des champs, ou ces petites fleurs minuscules que l'on trouve près des voies ferrées ou dans les terrains vagues. Je ne veux rien d'autre. Souvenez-vous-en. Maintenant, pour arroser ma mort, allons chez moi déboucher quelques bonnes bouteilles. J'ai un Saint-Émilion dont vous me direz des nouvelles.